Chers élèves, après avoir étudié la réponse d'un dipôle RL et la réponse d'un dipôle RC, et on a vu que peut jouer le rôle d'un réservoir d'énergie électrostatique et la bobine peut jouer le rôle d'un réservoir d'énergie magnétique, on va essayer de voir aujourd'hui le comportement d'un dipôle RLC, c'est-à-dire le résistor, le condensateur et la bobine. Alors, notre leçon aujourd'hui s'intitule « Oscillation libre d'un circuit RLC série ». Le dispositif expérimental comporte un générateur de tension idéale, un condensateur de capacité C, un résistor de résistance R, une bobine d'inductance L et de résistance petit r. Bon, pour charger le condensateur, donc on ferme l'interrupteur K1 et on garde K2 ouvert. Et par la suite, pour décharger le condensateur, on ouvre K1 et on ferme K2. Alors si on essaie de voir la réponse d'un tel dispositif, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la courbe rouge correspond à UC de T, la courbe bleue correspond à UR de T. Pour les valeurs de C égale 1 microfarad, L égale à 0,1 Henri, petit r égale à 10 ohms et grand R est égal à 40 ohms. Alors, si on essaye d'analyser les deux courbes, vous voyez que la courbe rouge, les maxima de cette courbe diminuent au cours du temps. Pour les maxima et les minima de la courbe bleue, donc diminuent aussi au cours du temps. Alors, vous voyez qu'un dipôle RL série fermé sur un condensateur initialement chargé peut être le siège d'oscillation qui s'effectue d'elle-même sans intervention de l'extérieur. De telles oscillations sont dites libres. Les oscillations libres amorties sont des oscillations dont l'amplitude des élongations diminue au cours du temps. La durée grand T d'une oscillation est la même pour toutes les oscillations. De telles oscillations sont qualifiées de pseudo-périodiques, T étant sa pseudo-période. Donc on vient de dire ici que la période est la même partout, mais on l'appelle pseudo-période parce que l'extréma donc diminue au cours du temps, mais on a la même durée entre deux maxima plutôt. Si on étudie l'énergie, comme on a vu tout à l'heure, on a dit que le condensateur joue le rôle d'un réservoir d'énergie, il emmagasine statique et la bobine emmagasine de l'énergie magnétique. La courbe rouge est celle de l'énergie emmagasinée par le condensateur et la courbe bleue est celle de l'énergie magnétique emmagasinée par la bobine. Vous voyez ici, initialement, le condensateur étant chargé et l'interrupteur K2 étant ouvert. Donc, à ce moment-là, l'énergie du condensateur est maximale, tandis que l'énergie de la bobine, emmagasinée par la bobine, est nulle. À un instant T donné, vous voyez que l'énergie emmagasinée par le condensateur diminue au cours du temps, tandis que l'énergie emmagasinée par la bobine augmente. Et pour 0,5 millisecondes ici, donc on trouve que lorsque l'énergie emmagasinée par la bobine atteint une valeur maximale, l'énergie emmagasinée par le condensateur atteint une valeur nulle. Mais les extrémas de deux énergies donc diminuent au cours du temps. Les valeurs maximales n'est pas la même. Donc la courbe ici indique la diminution des valeurs maximales, des maxima de deux énergies. Alors, si on essaye d'étudier théoriquement ce qu'on vient de voir expérimentalement, le circuit qui comporte le condensateur, la bobine et le résistor, si on applique la loi d'émail, on aura UB plus UR plus UC est égal à 0. Vous voyez ici, on a adopté comme sens arbitraire du courant électrique le sens descendant ici,
À ce moment-là, d'après la convention récepteur, donc UC est opposé à I, Q par convention est celle portée par l'armature que rencontre le sens du courant choisi. À ce moment-là, donc, on écrit que UB plus UR plus UC est égal à 0. UB, attention, la bobine a une inductance L et une résistance R. Donc elle est équivalente à une inductance L associée en série avec un résistor de résistance petit r. Donc UB s'écrit UL plus U de petit r, c'est-à-dire L dI sur dt, plus petit r fois I. On a plus grand R fois I la tension aux bornes du résistor, et la tension aux bornes du condensateur, c'est Q sur C. En remplaçant I par son expression, c'est-à-dire I est égal à 2Q sur 2T, on aura l'équation différentielle L dérivée seconde de Q par rapport au temps, plus grand R plus petit r dérivé de Q par rapport au temps, plus Q sur C est égal à 0. Donc c'est l'équation différentielle d'un circuit RLC série, et à ne pas oublier, le condensateur est initialement chargé. L'étude énergétique, on sait très bien que l'énergie électrique emmagasinée par le circuit RLC série est E est égal à la somme de son énergie magnétique EL plus son énergie électrostatique EC, avec EL égale à 1 demi de LI au carré, EC est égal à 1 demi de Q au carré sur C. En dérivant E par rapport au temps, on va avoir I facteur de L dI sur dt plus Q sur C. À ne pas oublier que la dérivée de I au carré par rapport au temps, c'est 2I dI sur dt. Et la dérivée de Q au carré, c'est 2Q dQ sur dt, avec dQ sur dt, est égal à I. C'est pour cela qu'on a mis I en facteur. LDI sur dt, c'est la tension d'une inductance pure, UL. Q sur C, c'est U de C. Or, on a vu que, d'après la loi d'Emaille, UL plus UR total plus UC est égal à 0. Il vient UL plus UC est égal à moins UR total, avec UR total est égal à grand R total fois I. R total, c'est la résistance grand R du résistor plus la résistance petit r de la bobine. Alors, on obtient que la dérivée de E par rapport au temps est égale à moins R total fois I au carré. I au carré étant une grandeur positive, R total est une grandeur positive, on a un signe moins, donc la dérivée par rapport au temps de l'énergie électrique du circuit est négative. À ce moment-là, donc, E décroît au cours du temps. Or, on vient de dire que E est égal à 1 demi de LI au carré plus 1 demi de Q au carré sur C. Si on remplace petit i par UR total sur grand R, en appliquant la loi d'Ohm relative au résistor. Et Q s'écrit C fois UC, puisque UC, c'est Q sur C. Donc, l'énergie électrostatique devient 1 demi de C fois UC au carré. Et vous savez très bien que I est la dérivée de Q. On a une fonction et sa dérivée. Lorsque Q atteint une valeur extrémale, I atteint une valeur nulle, et vice-versa. Alors, pour les extrémas de UC, on a UC est égal à plus ou moins UC max, et à ce moment-là, U de R est nul, puisqu'on vient de dire que I est la dérivée de Q. Si Q atteint une valeur max, I atteint une valeur max. Et par la suite, si UC atteint une valeur extrémale, c'est plus ou moins UC max, U de R atteint une valeur nulle comme I. Dans l'expression de E, puisque UC atteint une valeur extrémale, à ce moment-là, on a dit UR est égal à 0. Donc E s'écrit pour les extrémas de UC, 1 demi de C fois UC max au carré. Or, on a dit que E décroît au cours du temps. Donc UC max décroît aussi au cours du temps, ce qui nous donne une explication de la diminution des valeurs de UC de T. Pour les extrémas de U de R, on a UR s'écrit plus ou moins UR max.
Et par la suite, UC est égal à 0. Comme on vient de dire, lorsque UC atteint une valeur max, UR atteint une valeur nulle. Lorsque UR atteint une valeur max, UC atteint une valeur nulle. À ce moment-là, pour les extrémas de U de R, E s'écrit 1 demi de grand L sur R au carré, UR max au carré. Or, comme E décroît au cours du temps, donc UR max décroît aussi au cours du temps. Si maintenant, donc, on récapitule, on vient de dire qu'au cours des oscillations pseudo-périodiques, il y a des transformations mutuelles d'énergie électrostatique et d'énergie magnétique. Mais à cause de la résistance grand R du circuit, attention, j'ai dit grand R du circuit, c'est-à-dire la résistance grand R du résistor et la résistance petit r de la bobine. À chaque transfert d'énergie du condensateur à la bobine et inversement, une partie est transférée au milieu extérieur sous forme d'énergie thermique par chaleur, jusqu'à dissipation totale, ce qui explique l'amortissement des oscillations libres du circuit RLC série et leur cessation quand l'énergie électrique E, initialement emmagasinée dans le circuit, est transformée complètement en énergie thermique. On va essayer de voir une petite animation qui va mettre en ces transferts d'énergie entre le condensateur et la bobine et le milieu extérieur. Alors, si on regarde donc cette petite animation, vous voyez ici, donc on s'intéresse, on a un circuit qui renferme donc une bobine et un condensateur. On va charger initialement le condensateur. On va choisir ici comme valeur de la capacité ici 500 microfarad, la valeur de l'inductance 5 Henry, la valeur de la résistance du circuit, on va la prendre par exemple, est égale à 10 ohms, et on essaye de voir donc, en regardant ici, vous voyez ici la transformation. La partie rouge, elle représente l'énergie électrostatique emmagasinée par le condensateur. La partie bleue représente l'énergie magnétique emmagasinée par la bobine. Et la partie noire ici, c'est la partie dissipée au milieu extérieur sous forme d'énergie thermique par chaleur. Alors, si on continue l'animation, vous voyez à un instant t donné que cette énergie dissipée, elle augmente au cours du temps. À ce moment-là, la courbe bleue représente l'énergie magnétique. On n'a pas d'énergie électrostatique à cet instant, c'est-à-dire l'énergie magnétique atteint une valeur maximale, et à ce moment-là, l'énergie emmagasinée par le condensateur est nulle. Mais si on continue l'animation, à cet instant, vous voyez que l'énergie maximale emmagasinée par la bobine, une partie est transformée au condensateur et la partie dissipée, elle augmente, dissipée sous forme d'énergie thermique par chaleur au milieu extérieur. Donc, on a ici une transformation mutuelle entre l'énergie magnétique et l'énergie électrostatique, et une partie, à chaque fois, elle est dissipée au milieu extérieur, sous forme d'énergie thermique par chaleur. Si on laisse l'animation continuer, en regardant, vous voyez que l'énergie, la courbe, la partie noire, elle augmente, et la partie rouge, et on a toujours une transformation mutuelle entre l'énergie magnétique et l'énergie électrostatique jusqu'à dissipation totale. Et à ce moment-là, donc, on n'a plus d'oscillation entre des grandeurs électriques dans le dipôle RLC. Alors, si on revient, donc, ce qu'on vient de dire tout à l'heure, donc on a dit une partie est transférée au milieu extérieur sous forme d'énergie thermique par chaleur, jusqu'à dissipation totale. Mais au cours de la dissipation, il y a une
transformation mutuelle d'énergie électrostatique et d'énergie magnétique. Alors maintenant, si on change les valeurs de la capacité, de L et de la résistance grand R du résistor. Alors, tout à l'heure, au début, on a pris grand R, donc ici on a augmenté, on a pris grand R est égal à 40 ohms. Si on augmente la valeur de grand R en changeant uniquement la valeur de la résistance du résistor, en passant de la valeur 40 à la valeur 100, en regardant les deux oscillogrammes obtenus, alors qu'est-ce qu'on constate? On va s'intéresser à la courbe rouge, c'est-à-dire la courbe qui correspond à UC de t. Si on compte ici le nombre d'oscillations, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et ainsi de suite, jusqu'à dissipation totale de l'énergie. Mais ici, on a une oscillation, 2, 3, 4, et puis on a une dissipation totale de l'énergie. Si pratiquement le condensateur est déchargé à 10 millisecondes environ, mais ici à peu près à 20 millisecondes. Donc là, lorsque la valeur de R augmente, donc l'oscillateur reprend rapidement son état d'équilibre, son état initial. Et alors, qu'est-ce qu'on dit? Un circuit RLC série, tout d'abord, fermé, bien sûr le condensateur étant initialement chargé, ne peut osciller librement que lorsque l'amortissement est faible. Plus la résistance du circuit est grande, plus le retour de l'oscillateur à son état d'équilibre est rapide. Alors, que se passe-t-il si on augmente la valeur de la résistance R du circuit et lorsque la valeur de R est élevée? Alors, si on regarde ici, on a pris ici grand R égale 1 kOhm, c'est-à-dire 1000 ohms. Tout à l'heure, on a pris 40 ohms et 100 ohms. Si on prend 1000 ohms, que se passe-t-il en regardant donc la courbe rouge qui correspond à UC de t? Qu'on n'a plus d'oscillation. L'oscillateur reprend rapidement son état d'équilibre sans osciller. Donc, avec des valeurs élevées de R, le régime n'est plus oscillatoire. À ce moment-là, je m'excuse, il est dit apériodique. Donc, si on a des oscillations amorties, on parle d'un régime pseudo-périodique. Si on n'a plus d'oscillation, on parle d'un régime apériodique. Alors, si on prend R, grand R, nul, c'est-à-dire la valeur de la résistance du résistor, comme si on supprime le résistor. Mais vous voyez ici que petit r, la résistance de la bobine, c'est 5 ohms, on ne peut pas l'éliminer. Elle fait partie de la bobine. Chaque bobine d'inductance L a une résistance. Mais à comparer petit r ici, on a 5 ohms, on a pris grand R égale à 0, on obtient l'oscillogramme suivant. En regardant l'oscillogramme, vous voyez que les valeurs extrémales ici, les maxima de UC, diminuent au cours du temps, mais cette diminution n'est pas sensible pour les premières périodes. Donc, avec des valeurs faibles de la résistance du circuit, on peut considérer que pour les premières périodes, les oscillations sont non amorties. La réponse de l'oscillateur à ce moment est donc presque sinusoïdale. De période, on la note T0. Si on considère bien sûr les premières périodes, cette diminution n'est pas sensible. Si on essaye de voir l'étude théorique, bien sûr, lorsque l'influence de la résistance sur le grandeur électrique mise en jeu dans le circuit est négligeable devant celle de la capacité et celle de l'inductance, la loi des mailles s'écrit UB plus UC égale à 0. On a dit l'influence de la résistance est négligeable devant les autres grandeurs. Donc on aura LDI sur dt plus Q sur C est égal à 0. Et par la suite, la dérivée seconde de Q par rapport au temps plus 1 sur LC, Q est égal à 0. On reconnaît ici
l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique, c'est-à-dire lorsque la fonction est sinusoïdale. À ce moment-là, Q de t, la solution de cette équation est de la forme Q de t égale Q max sinus Q avec oméga 0 est égal à racine de 1 sur LC. Q max, c'est l'amplitude supposée constante. Oméga 0, c'est la pulsation des oscillations. Et phi de Q, la phase initiale de Q de t. Regardons l'expression de oméga 0. Bien sûr, si on regarde l'équation différentielle, 1 sur LC représente oméga 0 est égal à oméga 0 au carré. C'est pour cela qu'on a écrit ici oméga 0 est égal à racine de 1 sur LC. Oméga 0 qui ne dépend que des grandeurs caractéristiques du circuit est appelé pulsation propre du circuit LC. Parce que oméga 0 ne dépend que de l'inductance L de la bobine et de la capacité C du condensateur. Ce sont deux paramètres caractéristiques qui sont propres au dipôle LC. C'est pour cela qu'on l'appelle pulsation propre. Et bien sûr, comme on vient de voir, dans le cas où l'amortissement est très faible, on peut confondre la pseudo-période de T du circuit RLC à la période propre T0. T0 est égal à 2pi sur oméga 0 et oméga 0 est égal à racine de 1 sur LC. Donc il vient que T0 est égal à 2pi racine de L fois C. Vous voyez aussi la qualification de propre attribuée à la période T0, donc due à ce que T0 ne dépend que de L et de C. Et comme on vient de voir, dans la réalité, la résistance du circuit n'est pas nulle. Mais on peut faire une simulation, donc on peut voir une animation. Par exemple, tout à l'heure, si on revient à l'animation de tout à l'heure, mais en prenant la valeur de la résistance du circuit nulle. Théoriquement, en utilisant la simulation, on peut prendre R est égal à 0. Mais en réalité, la résistance de la bobine n'est pas nulle, mais on peut négliger son influence. Alors, on a pris la résistance est égale à 0. On revient ici donc à l'animation de tout à l'heure. Alors, vous voyez que la transformation mutuelle entre l'énergie emmagasinée par le condensateur et l'énergie emmagasinée par la bobine, donc se produit au cours du temps, et à ce moment-là, donc on a une infinité, donc l'oscillation ne s'arrête plus, puisqu'on a pris R égale à 0. Mais si on prend par exemple une valeur de 1 ohm, la résistance du circuit, que va-t-il se produire? Vous voyez ici que pratiquement pour la première oscillation, l'énergie dissipée est négligeable devant l'énergie emmagasinée par le circuit. Mais en réalité, après une certaine durée, vous voyez que cette énergie dissipée, elle augmente, l'énergie emmagasinée par le condensateur et la bobine diminue au cours du temps. Et bien sûr, après une durée assez longue, cette énergie initialement emmagasinée par le condensateur va finir par s'annuler et toute l'énergie initialement emmagasinée par le condensateur va être dissipée sous forme d'énergie thermique par chaleur au milieu extérieur. Voilà, donc on vient de voir aujourd'hui le comportement d'un dipôle RLC lorsque le condensateur est initialement chargé. Notre séance arrive à son terme et je vous remercie. Bon courage. Merci.